Bonjour, je suis Juliette Cerceau, je suis coach de vie et coach parental. Je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. C'est le podcast dédié aux parents qui vous donne des outils concrets applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise de colère, la crise de nerfs. Alors de l'enfant, pas de l'adulte. Je définis ça comme une grosse colère qui sort d'on ne sait où, qui est soudaine et dévastatrice. Et qui part d'un rien. Je sais pas, d'une fin de bouteille de jus d'orange ou de ketchup, de la demande de se laver les mains, de venir à table, de ranger ses jouets, ou bien moins que ça, un dessin animé qui passe plus à l'heure habituelle ou un jeu dont une pièce est perdue, voilà. Et face à cette crise qui survient, l'adulte est souvent désemparé. Il ne comprend pas pourquoi l'enfant se met dans un état pareil, aussi disproportionné par rapport à l'événement qui l'a déclenché. Et pour peu que l'adulte lui-même soit dans une humeur négative, à cause de la fatigue, du stress, d'une contrariété de la journée, que sais-je, eh bien, la situation dégénère. On se retrouve à complètement perdre les pédales, à hurler sur son enfant, à le punir, voire à le frapper. Tout cela est très énervant et nous laisse vider de son énergie. Bref, tout le monde est perdant. Ce sont des crises qui surviennent en général entre l'âge de 3 à 5 ans. Alors ça peut être un peu avant ou un peu après. Avec les enfants, il n'y a que des généralités, pas de règles. Alors c'est en général plus courant chez les enfants qui n'ont pas les mots pour s'exprimer ou pas l'habitude d'exprimer leurs ressentis. Ils ont plein d'émotions en eux qui débordent, qu'ils ne savent pas gérer et ils perdent complètement la maîtrise de ce qu'ils ressentent et la crise arrive. Je précise qu'il est complètement normal pour un enfant de cet âge de ne pas maîtriser ses émotions, de ne pas les reconnaître, de ne pas savoir les gérer. Je sais pas vous, mais moi j'ai longtemps eu du mal avec ça. Alors on peut difficilement reprocher à un enfant de cet âge de ne pas savoir le faire. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement en eux ? Le cerveau est constitué de 3 parties. Le cerveau reptilien, qui commande nos besoins primaires, c'est le système de base, respirer, manger, boire. Ensuite, il y a le cerveau limbique. C'est le siège de la mémoire, de l'olfaction et de nos émotions, entre autres. Et enfin, il y a le néocortex, qui est le siège des fonctions plus évoluées, comme le langage, la réflexion, la commande de mouvements volontaires, la conscience, etc. En temps normal, nous n'avons pas besoin de se rappeler de respirer. Notre cerveau reptilien s'en charge. Et lorsqu'il y a un danger pour notre survie, c'est lui qui passe en action. Fuir, courir, c'est son rôle. Et nos émotions, telles que la peur, la joie, le plaisir, la colère, la frustration, sont générées par notre système limbique et elles sont régulées par le néocortex. Le néocortex nous permet de se raisonner, de se calmer, de tempérer les émotions que nous éprouvons. Quand la crise arrive, c'est le néocortex qui se déconnecte pour laisser le champ libre au cerveau limbique et reptilien. C'est vraiment un switch dans le cerveau. Et une fois qu'il est déconnecté, pour que le néocortex se reconnecte, c'est coton. En général, il faut du temps, il faut que les émotions se libèrent, fassent leur chemin vers la sortie. Alors, physiquement, ça se traduit par des cris, des hurlements, des pleurs, des coups, des jets d'objets, peut-être même aussi par des atteintes à son propre corps, peut-être que l'enfant qui est en crise se tape la tête contre un mur. Bref, c'est une des pires situations à vivre en étant parent. On se retrouve complètement démunis, sans savoir quoi faire. Comment réagir ? On est nous-mêmes débordés par ces émotions qui déferlent. D'autant qu'on ne les comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe. Parce que la crise est partie d'un événement si futile, si dérisoire, que c'est complètement illogique. Et encore, si l'enfant ne fait que crier, c'est à peu près gérable. Mais s'il détruit la maison, ou s'il tape ses frères et sœurs, ou ses parents, ou se fait du mal lui-même, ça peut devenir franchement insupportable. Alors, quand la crise est là, il faut attendre qu'elle passe. Elle finira forcément par passer. Ça, c'est une certitude. Votre enfant ne va pas rester constamment dans un état de colère comme il l'est. Et en attendant, il faut gérer. Alors,
Si l'enfant se montre violent, il vaut mieux le contenir. Ils détestent ça. Ils ne peuvent pas laisser s'exprimer leurs émotions en tapant ou en étant violents. Et donc ils doivent les gérer en eux. Et c'est beaucoup plus dur pour eux que de se lâcher. Donc techniquement, il faut le contenir physiquement. Il faut y aller carrément. Je me rappelle de m'être mise à califourchon sur mon fils, lui tenant les bras, et il hurlait pendant que je le maintenais. Il se débattait. C'était pas du tout de bons moments. Mais si la colère des enfants s'exprime en tapant, en lançant des objets, etc., ça veut dire que c'est leur façon de gérer la colère. Or, ce qu'on veut, c'est qu'ils arrivent à la gérer différemment. Si on ne les contient pas, ils n'arriveront pas à gérer leur frustration eux-mêmes, sans cette décharge. Pour eux, la gestion de la colère passera forcément par des coups, des jets d'objets, etc. Et nous, en tant que parents, la meilleure chose à faire est de leur apprendre à gérer différemment leur colère. Et alors, à la fin de la crise, tout le monde est épuisé. Il n'est pas rare que l'enfant s'endorme dans un coin, parfois improbable. Il recharge les batteries. Bien sûr, pour nous adultes, nous ne pouvons généralement pas piquer un petit somme entre deux tâches à accomplir pour se recharger. On attend patiemment à la fin de la journée pour enfin aller se coucher et passer à autre chose. Et d'ailleurs, en plus de tout cela, on se sent peut-être être un mauvais parent, être incapable de maîtriser son enfant, être incapable de ne pas se faire taper par son enfant. On peut se sentir nul de chez nul. On peut trouver que notre enfant qui vient de faire une crise est vraiment difficile par rapport à tous les autres enfants. Et d'ailleurs, si on a un enfant aussi difficile, c'est que quelque chose cloche chez nous, non ? C'est pas une preuve, ça ? Bref, quand ces crises sont fréquentes, ça plombe franchement le moral et les relations avec notre enfant en prennent un coup. C'est comme une spirale dans laquelle on s'enfonce pour arriver à un point vraiment noir, vraiment au fond du trou. Et j'ajoute que quand on est seul face à une crise de ce genre, c'est d'autant plus difficile à gérer. Seul tout le temps car on est parent solo ou seul car l'autre parent est absent à ce moment-là. Quand on est deux encore, on peut se relayer. Le parent qui a le plus de patience à ce moment-là prend le relais sur l'autre. Et d'ailleurs, il faut que le deuxième parent intervienne. C'est dans ce genre de moment que le duo parental doit se serrer les coudes, que les deux parents doivent être là l'un pour l'autre. Alors, maintenant que j'ai bien décrit la situation cauchemardesque de la crise, voyons comment nous pouvons faire pour passer un moment moins désagréable, voire un moment agréable. Je vous préconise tout d'abord de créer un environnement calme par défaut. C'est la base. N'oubliez pas que les enfants apprennent le mieux par l'imitation, par les fameux neurones miroirs, vous savez. Si vous-même êtes calme, si à la maison personne ne crie de façon habituelle, ce sera pour l'enfant un environnement favorable à l'absence de crise. Ensuite, observez attentivement votre enfant et prêtez une attention particulière au moment précédant la crise. Dans quel état est votre enfant ? Est-ce qu'il est fatigué ? Est-ce qu'il est contrarié par quelque chose ? Est-ce qu'il s'est si bien tenu toute la journée qu'il doit décharger le soir en rentrant à la maison ? Est-il déçu de ne pas avoir fait ou eu quelque chose de prévu ? A-t-il patienté trop longtemps par rapport à son taux de patience habituel ? Vous allez vite repérer les moments qui sont générateurs de crise et les comportements qui sont précurseurs de la crise. Et vous allez ainsi pouvoir détourner l'attention de l'enfant. Vous allez pouvoir trouver une parade. En fonction de ses besoins, vous allez lui proposer de jouer à un jeu de société, de jouer à la bagarre, d'aller jouer dehors. Toutes les idées sont bonnes à prendre du moment qu'elles fonctionnent. Alors bien sûr, il va peut-être falloir vous forcer un peu pour faire des activités que vous n'avez pas le temps de faire ou pas l'envie de faire. Par exemple, je vous ai cité l'exemple de jouer à la bagarre. Personnellement, je déteste jouer à la bagarre. Mais mes enfants, eux, adorent. Et ils font plutôt ça avec papa. Mais quand il n'est pas là et que c'est le prix à payer pour éviter une crise telle que je vous l'ai décrite précédemment, franchement, ça vaut le coup. Par contre, je vous déconseille fortement de mettre vos enfants devant la télé dans ces moments-là. Devant la télé, il va paraître calme, être concentré sur ce qu'il regarde, mais c'est un calme de façade.
ça ne fera que décaler le moment fatidique de la décharge émotionnelle et donc de la crise. Et quand, malgré tout cela, la crise éclate quand même, tout d'abord et pendant toute la durée de la crise, gardez votre calme. Si vous vous énervez, si vous vous mettez en colère, à crier ou à mettre des fessées à votre enfant, n'oubliez pas le fonctionnement des neurones miroirs. Le comportement que vous allez avoir va induire le même chez votre enfant. Si vous criez, c'est exactement l'effet inverse de l'effet recherché qui va se produire. Alors, par contre, il y a un cas particulier dans lequel vous criez très fort ou vous faites quelque chose qui est vraiment très soudain et très intense. L'enfant va être complètement surpris. Il va y avoir comme une espèce de stupeur qui va être l'élément déclencheur pour sortir de la crise. Si vous l'avez fait une fois, la fois d'après, il va falloir faire quelque chose de plus intense pour que la stupeur de l'enfant soit provoquée. Et ça, c'est un peu l'escalade. C'est pas du tout quelque chose que je recommande, parce que l'enfant va s'habituer à vos cris, à vos fessées ou je ne sais quoi, à votre action intense, et il va plus rien en avoir à faire au bout d'un moment. Ça va plus fonctionner. Quand la crise éclate, au tout début, il faut trouver une parade à exécuter rapidement. Ça peut être un « Ouh là là, je sens que tu vas faire une colère là ». Et donc vous lui proposez la parade. Crier dans sa chambre, taper sur un punching ball, un coussin de décharge, sortir dehors, courir partout. Et on peut nous-mêmes accompagner l'enfant dans cette démarche, taper sur le punching ball aussi pour lui montrer que c'est rigolo. Progressivement, le simple fait de le prévenir qu'une colère est en train d'arriver va le faire réagir positivement. Et soit il va lui-même se décharger, soit la colère va s'éteindre avant même d'avoir commencé parce qu'il va se rendre compte de ce qu'il est en train de faire. Mais alors, quand la colère éclate tout de même, un mot d'ordre, restons calmes. Comme je vous l'ai dit, contenons notre enfant pour limiter son agressivité s'il en a. Et ensuite, alors pas tout de suite après, mais quand la tension est bien retombée, ça peut être le lendemain par exemple, parlons-en avec notre enfant. On peut lui demander ce qu'il s'est passé. Pourquoi a-t-il réagi ainsi? Est-ce qu'il y a eu dans la journée d'autres contrariétés? Qu'est-ce qu'il a ressenti en lui ou en elle au moment où la colère a éclaté? Toutes les questions qui vous feront mieux comprendre les raisons qui ont fait qu'une colère a éclaté sont bonnes à poser pour ensuite pouvoir prévenir les colères et mieux les gérer. J'ajoute que si vous expliquez à votre enfant les émotions qu'il a ressenties et que vous les décryptez avec lui et que vous cherchez la cause de sa colère, il va se sentir compris. Il va sentir que vous êtes concerné. Et quand on se sent compris, on arrive mieux à gérer ses émotions. Je pense que vous aurez également remarqué que lorsqu'on est fatigué, nous arrivons bien moins à gérer nos émotions. Et c'est la même chose pour les enfants. Lorsqu'ils sont fatigués, la crise éclate plus facilement. On peut d'ailleurs demander à notre enfant quelle parade à sa colère il trouverait adéquate. Vous pouvez utiliser l'outil DESC que je vous ai décrit dans l'épisode 1. Qu'est-ce que papa ou maman peut faire pour toi quand tu te mets dans cet état-là? De quoi as-tu besoin lorsque tu es dans cet état-là? On peut aussi se trouver dans la situation où si on fait quelque chose avec notre enfant, aller au parc, allumer la télé, faire une sortie quelconque, inviter un copain ou une copine à jouer à la maison, on sait qu'après, il y a de fortes chances pour qu'une colère éclate. Dans ce cas, je préconise d'en discuter avant avec l'enfant. On lui explique. Là, on va au parc, on va y rester 1 heure et ensuite on partira. Je te préviendrai un peu avant de partir et quand je dis qu'on part, on part. Dans ce genre de cas, je sais que c'est difficile pour toi d'obéir, de te montrer raisonnable. Mais je vais t'aider à gérer ce moment difficile. Par contre, il faut que tu me dises qu'est-ce qu'on fait si tu te mets en colère? Qu'est-ce que toi tu fais et qu'est-ce que moi je fais? Et je vous conseille de ne pas aller au parc avant d'avoir eu votre réponse. Et si lorsque vous quittez le parc, le moment fatidique arrive, vous sentez le début d'une colère poindre, vous lui rappelez la conversation et les règles que vous vous êtes fixées avant. Quand vous faites ça, il faut que l'enfant soit encore calme, que son néocortex ne soit pas encore déconnecté. Sinon, vous ne pourrez plus l'atteindre et il ne sera qu'une boule d'émotion.
Alors, je suis désolée de vous le dire, mais toutes ces petites astuces ne vont pas fonctionner en un claquement de doigts. Il va probablement falloir du temps avant que les choses ne s'améliorent vraiment. Les enfants ne sont pas des machines. Tout ce que je vous dis ne va pas marcher du premier coup. Ou alors peut-être que ça va marcher le premier coup, mais ça va pas marcher le deuxième coup. Peut-être que ça va marcher plusieurs fois de suite et qu'une autre fois, ça va pas marcher. Mais bon, la vie est ainsi. Si vous rencontrez ces situations, gardez espoir. La situation va s'arranger. Si vous mettez tout ça en place et que vous vous y tenez, les colères vont diminuer pour finalement disparaître. Mais surtout, la chose à laquelle vous devez absolument vous tenir, et qui est sans doute la chose la plus difficile à faire, est de garder votre calme en toutes circonstances. Avant de finir cet épisode, je voudrais résumer les points principaux. La crise est un événement difficile pour tout le monde, que ce soit l'enfant qui l'a fait, le parent qui l'a subi, les autres personnes autour comme les frères et sœurs. Je vous conseille d'instaurer un climat de calme et d'écoute en permanence. Comme toujours, il vaut mieux prévenir que guérir, donc il vaut mieux éviter la crise que devoir la gérer. Pour prévenir la crise, portez votre attention au comportement de votre enfant et remarquez les signes précurseurs de la crise. Et lorsque vous sentez la crise arriver, essayez tout de suite de détourner l'attention de votre enfant. Et lorsque malgré tout la crise est là, il faut absolument garder votre calme et gérer la crise par tous les moyens. Le plus extrême étant pour moi de contenir physiquement l'enfant. Après la crise ou après que vous ayez réussi à l'éviter, vous pouvez débriefer avec votre enfant pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour apprendre à gérer ses émotions et essayer d'en tirer des leçons pour la suite. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, baodesparents.com. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de trouver ce podcast plus facilement. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram sur le compte BAO des parents et j'ai également une page Facebook qui s'appelle La boîte à outils des parents. Enfin, sachez que si vous voulez progresser encore plus vite et de façon plus juste et efficace, je propose un accompagnement de coaching personnalisé, que ce soit du coaching de vie ou du coaching parental. Vous trouverez toutes les informations sur le site baodelesprit.com. À mardi prochain!